Bonjour tout le monde, Anne-Charlotte, autiste Asperger. Aujourd'hui, on va parler de comorbidité, ou plus précisément des comorbidités de l'autisme. Alors, c'est un vilain mot, c'est un mot qui fait très peur. Comorbide. Non mais déjà, rien que le mot, quoi. Quand on parle de comorbidité, de quoi parle-t-on vraiment? À part utiliser un mot qui fait flipper. On va décomposer le mot, déjà. Si on fait un peu de latin, on trouve le préfixe co, qui veut dire plusieurs, et morbis, qui signifie maladie. Donc comorbide, plusieurs maladies. Plus généralement, en psychologie, le dictionnaire nous dit que les troubles comorbides sont en fait les troubles associés. Il s'agit donc d'un ensemble de troubles associés à un trouble ou une maladie que l'on va qualifier de principal. Un exemple, vite fait, un peu tiré par les cheveux, je l'admets, mais pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Vous êtes atteint d'une forte arthrose. La douleur vous empêche de dormir. Le manque de sommeil va vous amener à un épuisement physique et à un épuisement mental. Vous développez un terrain dépressif, bim, dépression. La dépression peut donc être associée à l'arthrose. Est-ce que vous auriez fait une dépression si vous n'aviez pas eu d'arthrose? On ne sait pas trop. Mais si par exemple un très fort pourcentage de personnes touchées par l'arthrose développent une dépression, et qu'on peut l'observer scientifiquement, on fait des études, on a des chiffres et tout, on peut admettre qu'il y a comorbidité. Oui, c'est tiré par les cheveux, mais je l'ai dit au début. Donc, au sujet de l'autisme, quelles sont les comorbidités? Si on consulte Wikipédia, on tombe sur une liste non exhaustive. Préparez-vous. Anxiété, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH. Bipolarité, épilepsie, problèmes sensoriels, syndrome de la Tourette, dysphorie de genre, troubles du système immunitaire, maladies digestives, troubles de la coordination, troubles mentaux, c'est-à-dire dépression, phobie, et encore plein de choses, notamment des troubles de l'alimentation, troubles du sommeil, l'automutilation. Ça fait beaucoup, hein. Et j'ai pas lu la liste en entier. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis juste autiste. Donc mon avis sur cette liste, c'est qu'avant tout, elle fait grave flipper. Non mais sérieux, on a les jetons quand on lit ça. On va souffler un bon coup, on va garder à l'esprit que les troubles que je viens de lister sont probables et non pas systématiques. Ouf. Parce que finalement, le but de cette vidéo, ce n'est pas de faire peur non plus, mais d'informer avant tout. Parce que vous remarquerez que ces troubles sont plus ou moins faciles à identifier ou à diagnostiquer. L'épilepsie, on ne peut pas vraiment passer à côté d'une crise d'épilepsie, c'est tout de suite on voit ce que c'est quand même. Mais les troubles de la coordination, ça peut peut-être être plus discret ça. Encore une fois, je vais vous raconter ma vie, mon expérience. Et n'hésitez pas à raconter votre vie, vos expériences en commentaire à partager. Moi je parle de ce que je connais, donc forcément je parle de moi. Pour ma part, j'ai des problèmes d'équilibre. Des positions qui paraissent simples à tenir pour la majorité, moi je me casse la figure. Mais à part passer pour une très grande maladroite, j'ai pas de signe clair de ces troubles de la coordination. En tout cas, rien qui pousse à consulter. Je peux monter sur un tabouret, chercher un truc sur une étagère. Si je me tiens à quelque chose, normalement, ça devrait aller. Mais quand on creuse autour de ce problème d'équilibre, il s'avère que je compense énormément en tirant sur des muscles et sur des articulations, notamment les chevilles, les mollets et les genoux, et ça me pompe énormément d'énergie. J'ai des articulations qui sont bien plus sollicitées qu'elles ne devraient l'être en fait. Pas toutes, mais certaines. Donc encore un truc qui va contribuer à creuser mon déficit de repos, qui est déjà bien entamé par le quotidien. Je vous envoie à une vidéo dont je parle de tout ça, que je mettrai par ici. Alors perso, j'ai commencé à consulter une psychomotricienne et on va faire quelques séances ensemble pour corriger ça et pour que j'apprenne à anticiper encore un peu plus sur les gestes qui me pompent de l'énergie et trouver des solutions. C'est ma psy qui m'a conseillé de consulter cette psychomotricienne parce que je lui ai raconté que parfois j'avais du mal à contrôler ma façon de marcher. Ma façon de marcher n'est pas toujours naturelle. Ouais, ça peut être contrôlé et intellectualisé la façon dont je marche. Et c'est fatigant en fait. Voilà pourquoi il faut être conscient de l'existence de ces comorbidités, parce que ça permet justement de travailler dessus. Ce truc-là, moi, ça me fatigue, ça m'épuise, je comprends pas pourquoi je suis crevée à 15 heures. Et ben voilà, on va trouver des solutions maintenant, on va travailler autour, mais il faut le savoir. Dans la liste, vous aurez remarqué qu'il y a aussi
l'automutilation. Ça, c'est quelque chose que je connais bien. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le meltdown que je remettrai par là. Il faut savoir qu'au moment de passer à l'acte, avant, pendant, après, autour de l'acte en tout cas, il se passe quelque chose de très étrange dans la tête. C'est extrêmement troublant et vraiment déstabilisant de réaliser qu'on est capable de se faire du mal, de se blesser jusqu'au sang. Alors, apprendre qu'il y a une explication, que malgré ce que l'on s'inflige, on reste dans une certaine norme, la nôtre certes, mais elle existe. Réaliser que ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, vu notre situation et ce qu'on est, ça soulage. Ça soulage vraiment. Ça permet de se décharger d'une certaine honte, parce qu'on ressent de la honte aussi, en tout cas dans mon cas. Ça n'empêche pas de travailler dessus, au contraire. Ça permet même de travailler sur l'anticipation des crises qui déclenchent ces moments d'automutilation. Il y a un genre de décomplexion. Se dit, c'est bon, ça devient plus simple du coup d'en parler, et en parler, c'est quand même le premier pas pour demander de l'aide. Parce que si on n'en parle pas, si on se cache, personne ne viendra nous aider. Je rencontre aussi des troubles alimentaires. Parce que même si j'adore cuisiner, c'est tellement plus simple de manger toujours la même chose. On n'a pas à se soucier des calories, des quantités. Il faut savoir que moi, je n'ai pas la sensation de faim. Je ne ressens pas la sensation de faim. Je vais ressentir quand je suis affamée, mais il n'y a rien qui vient graduellement. Moi, à midi, quand on me demande ta faim, je sais pas, je peux réfléchir, j'ai combien de temps pour répondre? Et idem, je n'ai pas la sensation de satiété. J'ai la sensation de je suis gavée, je ne peux plus rien avaler. À côté de ça, j'ai perdu énormément de poids il y a quelques années, puisque j'étais vraiment en surpoids. Et de ce fait, je flippe de le reprendre. Mais c'est même plus flipper, c'est de la terreur. Par conséquent, j'ai développé des troubles alimentaires encore pires que ce que j'avais avant autour de ça. Je suis tombée dans ce qu'on peut considérer comme une forme d'anorexie. Je n'aime pas ce mot et j'ai du mal encore à l'accepter, mais je travaille dessus. Et on revient toujours à la même chose. Nommer les choses, nommer le trouble, en parler, c'est déjà un premier pas pour demander de l'aide. Pour dire, bon, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui peut m'aider? Voilà. Alors, on se rassure quand même. Comme je l'ai dit plus tôt, ces comorbidités, elles ne sont pas systématiques. Si vous êtes touché ou croyez être touché par certaines, ça vaut le coup de creuser le sujet. Parce que si on peut se débarrasser d'un trouble, ou même juste l'alléger, ça peut être plutôt pas mal. Et on revient là à quelque chose d'essentiel, que je répète quand même souvent, l'importance du diagnostic. Et un diagnostic le plus précoce possible. Parce que si, comme moi, vous vous retrouvez diagnostiqué autiste à 40 ans, vous aurez vécu 40 ans de troubles associés, franchement relous, que les gens autour de vous auront qualifié de somatiques. Bah ouais, c'est dans ma tête, quoi. Ras-le-bol. Donc oui, se faire diagnostiquer, c'est important. Parce que quand on connaît le trouble, allez, j'utilise le mot, le trouble principal, ou la maladie principale, parce que finalement, ça vaut aussi pour les gens qui sont atteints de maladies d'arthrose, comme ce que je disais dans mon exemple. Quand on connaît finalement le noyau sur lequel vont venir se greffer les éventuelles comorbidités, qui ne sont pas systématiques, je le répète, c'est plus simple, on y voit plus clair, la chape de brouillard, elle disparaît. Et on travaille dessus. Alors formons des professionnels de santé, mais formons-les bien, que ce soit efficace. Il y a encore trop d'attentes pour les enfants et les adultes pour accéder au parcours diagnostic. C'est 4 ans, c'est 5 ans pour un adulte. Non mais où on va? C'est important de savoir. Et si vous soupçonnez une comorbidité chez vous, ou chez une personne autiste que vous connaissez, n'hésitez pas à en parler. Je me répète, c'est pas grave, je radote, je fais le petit perroquet, mais en parler, c'est le premier pas pour demander de l'aide et apprendre à vivre avec cette comorbidité, tout simplement, de la manière la plus douce possible, parce que c'est possible. Salut! Un petit add-on au sujet du micro. Déjà, je remercie les personnes qui m'ont donné des petites infos, des tips, c'était super sympa. Normalement, j'ai répondu à tout le monde. J'ai finalement déposé les armes, je n'ai absolument pas réussi à faire marcher mon micro. Je l'ai donné d'ailleurs à quelqu'un qui en avait plus besoin que moi et qui avait un autre ordinateur. Et j'ai investi pour 10 € dans un petit micro comme ça, qui fonctionne hyper bien, donc ne vous ruinez pas en matériel, ça ne sert absolument à rien. Allez, salut!